Alain Janet, vous êtes le fondateur de SolarCloth. Comment vous est venue l'idée de concevoir et de fabriquer un textile photovoltaïque? C'est un de mes clients voilerie, un régatier, qui dans le cockpit de son bateau au retour d'une régate, ça remonte à 2012 je pense, a suggéré de faire une étape supplémentaire à ce qu'on fabriquait déjà à l'époque, c'est-à-dire des textiles techniques qui étaient destinés à la course au large, en rajoutant une couche mince photovoltaïque. Couche mince, ça me parlait pas beaucoup à l'époque. Alors, quand j'ai commencé à regarder plus attentivement, il y avait des couches minces en laboratoire, il n'y avait pratiquement aucun produit commercialisé. L'idée semblait bonne sur le papier, dans la réalité c'était beaucoup plus compliqué. Quelles sont les propriétés, les avantages de vos textiles photovoltaïques? Il y a 4-5 avantages concurrentiels essentiels. Alors le premier pour moi, c'est ce qui était même rédhibitoire, j'avais besoin d'un produit sans verre. Je voulais mettre dans les vols de bateau, Route du Rhum, Vendée Globe, donc l'idée que ça puisse casser ou qu'il y ait des micro-fissures, c'était impensable, donc pas de verre. Ça devait être très léger et flexible, bien évidemment. C'est le cas de la technologie CGS qu'on utilise, c'est cuivre, I, indium, G, gallium, S, sélénium, donc ces 4 éléments ne contiennent pas de verre. Si on regarde l'épaisseur du film capteur, c'est quelques microns. Donc une fois que c'est encapsulé, on a un produit qui est très souple, très léger, puissant, puisqu'on est quasiment à 18% de rendement. Donc on est dans la même catégorie en fait que le silicium de toiture à 15 kg, contre 1,5 kg, 1,8 kg chez nous. Ça c'est le premier énorme avantage. Ce sont des couches minces, donc les couches minces travaillent beaucoup mieux, avec des luminosités moins fortes qu'un plein soleil. Et autrement dit, si vous avez un soleil très angulé, il y aura assez peu de déperdition. Ça c'est un autre avantage. Il y a un avantage, moi, qui m'est important, c'est que le dos de la cellule, c'est un film très fin de quelques microns d'acier inoxydable, qui agit comme un radiateur, c'est-à-dire qui diffuse la chaleur. Alors l'intérêt de ces cellules avec un dos métallique, on a moins de soucis de perte de rendement à la chaleur que des technologies concurrentes comme le silicium. Le développement de vos textiles solaires vous a-t-il demandé un gros effort de R&D? Oui, et c'est pas fini. L'idée paraissait pas simple, en tout cas, ça semblait pas avoir d'atteinte. Au niveau mécanique, c'est d'avoir une structure très peu déformable, très légère, qui pouvait survivre aux éléments qu'on peut rencontrer en mer, toutes les avanies qu'une voile de bateau a à subir. Donc ça, on savait faire ça. Et en fait, au début, on l'a traité comme on faisait pour nos membranes de voile de course. Et ça fonctionnait pas si bien que ça, parce qu'en réalité, ce qu'on fait, on encapsule de la micro et parfois de la nano-électronique, avec notamment tout un circuit électrique dans une situation où on le déforme. Et donc on a besoin d'avoir tout un système qui peut effectivement accepter la déformation sans rupture, sans micro-fissure, et qui peut transporter de A à B l'énergie qu'on a récupérée sans en perdre en route. Donc ça, il a fallu apprendre à faire ça. Il y a eu ça comme travail, il y a eu tout un travail d'isolation. Il ne s'agit pas d'avoir des fuites électriques. Et donc ça m'a pris 5 ans. Et dans le domaine de la course au large, vous avez bénéficié d'un cobaye de renom en la personne de Jean Le Cam lors du Vendée Globe 2020. Est-ce qu'avec son bateau Yes We Come, il a prouvé que votre technologie était parfaitement adaptée à la voile? Alors, Jean Le Cam nous a recommandé pour le prochain Vendée Globe, non seulement c'est recommandé, mais c'est déjà à bord pour son bateau, le sien, et puis il a 3 autres bateaux qu'il a équipés pour le Vendée Globe, avec d'autres skippers, et on a équipé les 4 bateaux. Donc, je crois que les faits parlent d'eux-mêmes. Et c'était pas le cobaye, le vrai premier cobaye, c'était pas lui, c'était Conrad Coleman sur le Vendée Globe 2016, où là, véritablement, on était très jeunes en termes de technologie, on était légèrement immatures, et c'était lui le vrai cobaye. Quand on a équipé Jean Le Cam, nos produits étaient déjà beaucoup plus stabilisés. Et vos produits se sont bien diffusés dans le monde de la course au large. Lors de la dernière route du Rhum, il y avait 10 bateaux équipés, avec des installations un peu partout sur les bateaux. Partout où ils ont pu en mettre, ils en ont mis dans des endroits les plus étonnants. Le dernier en date qui fonctionne vraiment très bien et qui leur plaît beaucoup, c'est sur le mât du bateau. Et du reste, Jean Le Cam a équipé son mât, je dirais que les 25 premiers pourcents du mât sont équipés en photovoltaïque. Donc vos panneaux solaires seront utilisés dans bien d'autres domaines que celui de la voile, et notamment dans les transports, avec Renault Volvo Trucks. À quel endroit ces panneaux sont-ils positionnés dans les camions et à quoi servent-ils? Premier point, les entreprises ou les groupes viennent nous voir parce qu'ils ont un besoin qui n'est pas rempli. Et ils ont un endroit un peu biscornu, on doit le mettre. Quel était le besoin de Renault Volvo Trucks? Que leur camion arrête de tomber en panne immobilisante. Parce qu'on n'a pas fait attention, on a trop tiré sur la batterie, et puis au moment de redémarrer au petit matin le camion, il n'y a plus le voltage nécessaire dans les batteries, et l'engin ne démarre pas.
qu'une cabine de camion, c'est en fait comme l'intérieur d'un bateau, on habite dedans. Il y a des micro-ondes, on fait chauffer de l'eau, il y a 2 couchettes, c'est un lieu de vie. Et donc les jeunes chauffeurs qui sont les chauffeurs de maintenant, ils ont des besoins énergétiques parce que c'est comme ça qu'on vit aujourd'hui. Et donc ils tirent, et puis au petit matin, ça ne redémarre pas. C'est un problème qui concerne plus les transporteurs que les constructeurs de camions. Le transporteur remonte aux fabricants. Alors pendant une dizaine d'années, c'était en haut de la liste de points noirs qui fâchaient les transporteurs. Régulièrement, Renault Volvo Truck, dans les réunions de réseau, il y avait le problème de la panne immobilisante parce que les batteries ne tenaient pas assez. Donc la solution, c'est comment peut-on redonner aux batteries leur durée de vie normale en les gardant chargées correctement. Le photovoltaïque, c'est une bonne solution pour ça. Et puis, ils se sont aperçus que non seulement ça permet de garder les batteries en bonne vie, mais ça permet de redémarrer au petit matin. Il suffit d'attendre qu'il y ait un petit peu de soleil, un peu de luminosité, on recharge la batterie à 24 volts et ça redémarre. Donc en plus du fait de garantir la durée de vie des batteries, il y a eu le fait de pouvoir s'auto-dépanner. Alors, ça se pose pour Renault Trucks, il y a 2 types d'endroits. Il y a le déflecteur, qui est en général une assez grande surface qui sert en fait à faire un écoulement laminaire de l'air et à ce que le cube de la remorque ne freine pas le camion. Et un déflecteur, c'est le seul endroit qui est vraiment libre. Et l'idée d'utiliser le déflecteur qui est en fait vide, c'est une bonne idée. Alors par contre, il fallait que le photovoltaïque soit très fin, pas transformer la traînée d'air. Donc il y avait un souci aérodynamique. Il y avait un besoin qui était un besoin de légèreté, puisque c'est autoporté, c'est du plastique, on ne peut pas mettre quelque chose de lourd dessus, c'était pas possible. Il y avait un autre gros problème, c'est qu'un déflecteur, c'est pas plat. Et c'est là où l'intérêt de la voilerie est réapparu, c'est qu'on sait, avec du photovoltaïque, faire un peu de 3D. Et on sait effectivement épouser des formes, des courbes et contre-courbes. Donc léger, pas de verre, donc pas de microfission sur la route avec les vibrations. Pas de transformation de la traînée d'air en termes d'aérodynamisme du déflecteur, et puissant, et fabrication française. Donc on cochait beaucoup de cases pour Renault Trucks, et c'est comme ça qu'on est devenu fournisseur premièrement d'usine. Alors l'agriculture constitue aussi un autre domaine d'application, notamment pour équiper des serres afin d'offrir en plus de l'énergie, de l'ombre aux cultures sous serre. Vous avez d'ailleurs mené une expérience à l'INRAE de Sophia Antipolis. Cette expérience a-t-elle été positive? Sur la période des cultures, c'est un cycle complet de production, c'est de la tomate. On a comparé un écran d'ombrage classique avec un écran d'ombrage photovoltaïque dans la même serre. Et les ingénieurs agronomes nous ont dit, on a constaté une amélioration de la productivité, plus 13% sous la partie écran d'ombrage photovoltaïque. Donc au niveau agronomique et biologique, il y a un vrai plus. On a travaillé sur le séquencement de la lumière avec l'équipe de Sophia Antipolis. L'objectif d'une serre, c'est de recréer le climat propice aux cultures sur lesquelles on travaille, en termes d'hygrométrie, de rayonnement lumineux, de chaleur. Et dans des serres, en général, poussent les produits à haute valeur ajoutée, celles qu'on consomme de façon urbaine sur les marchés, les fruits et légumes. On peut se dire que d'une certaine façon, c'est un peu l'aristocratie de l'agriculture. Et effectivement, le fait de s'assurer qu'on a un très bon climat est important. Donc on a travaillé à faire un accordéon qui se déplie comme un écran d'ombrage, avec exactement le même système de lecture du rayonnement. À un moment donné, les plantes commencent à être agressées par le soleil, il faut les protéger, sinon elles vont brûler. Par contre, cet écran d'ombrage, à la différence des écrans d'ombrage classiques, juste en textile, on a travaillé le séquencement lumineux, c'est-à-dire occultation, transparence, occultation, transparence. Et ce séquencement lumineux est propice à la croissance des plantes. Alors, pour un agriculteur, productivité, qualité et précocité. Précocité, c'est-à-dire qu'on peut vendre des produits plus chers avant les concurrents. Et donc, c'est un produit qui est utile et important pour les serres. Vos textiles peuvent aussi être utiles au déploiement de l'urgence humanitaire, voire aussi au camping haut de gamme. Vous pouvez déployer vos panneaux sur les tentes de ces organismes? On a commencé effectivement le travail pour ce qu'on appelle des lodges, donc des tentes de luxe. Il y a bloc sanitaire, il y a petite cuisine. Les familles viennent avec des enfants, ils ont des jeux vidéo, ils ont des ordinateurs, il y a des lampes LED. On travaille pour une société qui s'appelle Utopia, qui est clairement le leader français en tourisme vert, avec des sites qui sont très proches de la vie sauvage et de la nature. À peu près 55 sites, dont plusieurs aux États-Unis, au Canada. Et donc ça s'adresse effectivement à des gens qui travaillent en zone urbaine et qui, pour se ressourcer, ont besoin d'être au plus proche de la vie naturelle et sauvage. C'est en général là où il n'y a pas de réseau. Et quand il n'y a pas de réseau, il faut les construire. Et donc, si on peut aller s'implanter au plus proche de zones non viabilisées, si on peut mettre en autonomie
parce qu'on y dépose en autonomie énergétique et en autonomie d'eau chaude en l'occurrence. Ça permet d'éviter de faire des réseaux. Ça permet aussi d'alimenter ces sites si la fourniture électrique ne suffit pas. On a travaillé 2 ans là-dessus. Je crois qu'on a fait 4-5 protos pour Utopia, qui ont été testés au travers du temps. Et on a eu, en février 2022, un coup de fil d'Utopia nous disant on ouvre un nouveau site à côté de Los Angeles, dans la montagne, à 1h30 de voiture dans la montagne. Et Edison nous a dit qu'il pourrait nous alimenter en 2023. On était en février 2022. Or, on a les premiers clients qui arrivent en avril de cette année. On a 70 tentes lodge à équiper et il faut que tout fonctionne en avril. Vous pouvez. On a relevé le challenge, il a fallu tout concevoir, le mode d'accroche, le total. Alors ils avaient une petite alimentation, mais pas pour tout le site. Et à un moment donné, Edison a coupé le courant, la structure d'accueil pour les clients était plus alimentée, donc leur TPS carte bleue fonctionnait plus, donc ils ne pouvaient plus faire de paiement, ils ne pouvaient plus faire fonctionner l'ordinateur, donc c'était en rideau. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont allé chercher les panneaux sur 2 tentes, ils les ont rapatriés sur la structure d'accueil, et ils ont tout remis en route. Et là, la preuve était faite que ça fonctionnait bien. Ça, on peut faire la même chose pour du militaire, on peut faire la même chose pour du médical, pas nécessairement médecin frontière, ça peut être la Croix-Rouge, et effectivement aussi pour de l'humanitaire. Et de là, on passe à nos marchés principaux aujourd'hui, qui sont les structures métallo-textiles. C'est des grosses tentes, avec une armature métallique, avec du PVC. C'est quel pourcentage de vos activités aujourd'hui ? Ça frise les 45%. Hein. On a signé un partenariat avec la filiale, vous connaissez probablement GL Event, grosse boîte d'événementiel en France. Donc la filiale qui fabrique les structures métallo-textiles qui s'appelle Spatio Tempo. On est en partenariat avec eux pour développer des solutions qui correspondent à leurs applications. Et c'est avec eux qu'on a répondu à l'appel d'offres d'EDF pour les Jeux Olympiques. On a répondu à l'appel d'offres d'EDF pour équiper la grande structure d'accueil là où s'enregistrent les athlètes, et c'est l'accès au village des athlètes. Et donc sur une structure qui fait 1300 mètres carrés, on installe du photovoltaïque pour produire 110 kW afin d'alimenter toute la structure d'accueil des athlètes des JO. Quels sont les autres grands domaines d'activité de Solarflow ? Il y en a un sur lequel on a répondu à la demande de Ponant, de l'armateur. Ils nous ont demandé de monter à bord d'un projet sur le 14e bateau de la flotte Ponant, qui sera tout en énergie renouvelable, hydrogène bien évidemment, et aussi du photovoltaïque. Alors aujourd'hui, que représente Solarflow en termes de salariés ? On utilise quand même pas mal d'alternants, donc on a des effectifs variables qui vont de 8 à 12 personnes. On a en projection d'être une vingtaine ici ou un petit peu plus. On a un certain nombre de paliers industriels à passer qu'on connaît. En termes de développement interne, on a trouvé une façon de travailler qui nous permet de produire entre 2 et 4 fois plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc on est en phase de croissance. Que vous êtes déjà passé du statut d'artisan à celui d'industriel, ça vous a posé des problèmes ? On s'est fait accompagner. On a eu aussi l'apport du contrôle qualité de chez Renault Trucks, de chez Volvo. C'est un groupe suédois, ça rigole pas. On a le droit à 2 erreurs sur 1 million de pièces. Et quand ils sont venus ici, effectivement, on était encore un peu en phase artisanale. Donc on a travaillé l'ensemble des process pour venir transformer ce qu'on faisait en un process industriel. Le premier passage s'est bien passé. Et on a toujours des tensions, nous, sur les approvisionnements, sur les finances, sur la trésor. En fait, d'harmoniser cet ensemble-là, trésor, prod, approvisionnement et gestion de stock, c'est la prochaine mutation de l'entreprise. Parce que vous ne produisez pas encore les cellules. C'est l'objectif de rapatrier la production de cellules ? C'est l'objectif de les fabriquer en France. J'achète mes cellules en Californie aujourd'hui, avec des gens à qui je m'entends très bien. On a une très bonne relation de travail, confiance, depuis des années. Mais on n'est pas à l'abri d'une géopolitique qui vous explose au nez. Et donc, moi, je voyais comme point faible pour Solarflow System d'avoir un approvisionnement qui venait des États-Unis et de l'étranger pour les cellules. J'en ai parlé à l'ADEME. L'ADEME nous a dit, écoutez, on va monter un appel à projet afin de monter des filières industrielles photovoltaïques. On a répondu, c'est piloté, on est 4 partenaires. On va faire un système moins polluant et moins cher à fabriquer pour les cellules CIGS. Le projet s'appelle Principe. Les conventions sont signées avec l'ADEME par tous les partenaires. Il y a Seuil PV, Daniel Linco, et 2 gros labos du CNRS, et nous. L'objectif, c'est la filière complète. Cellules fabriquées à Orsay, panneaux fabriqués ici. Alors, ils auraient pu les mettre à Orsay, mais on a le matériel, on a l'avance, et on a déjà les clients. Et on sait ce que les clients veulent. Et dans un deuxième temps, c'est dans le cadre de Principe, ce sont les tandems avec les perovskites. Tous les gros labos travaillent là-dessus. Sur l'intégration, on appelle ça des tandems, c'est-à-dire d'utiliser les technologies matures classiques qu'on connaît, le silicium, le CIGS, et
le coupler avec du perovskite en tandem. Ça permet en fait de contourner le plafond de verre théorique des rendements photovoltaïques qu'on connaît aujourd'hui, qui est aux alentours de 30%. Et grâce au tandem et grâce au perovskite, qui sont des cristaux abondants et peu chers, de passer avec un nouveau plafond de verre qui est aux alentours de 45%. Et même imaginez qu'on arrive à un tiers de l'énergie solaire sur Terre qui peut être transformée en électricité, c'est énorme. Ce qui veut dire que le photovoltaïque, de mon point de vue, si on l'utilise là où il est utile, avec une pertinence, il a toute sa place dans le mix énergétique. Il ne faut pas opposer une technologie à une autre, il ne faut pas opposer une source énergétique à une autre. Elles sont complémentaires les unes aux autres.